finalement, le moment où tu travaillais le plus, c'était avant 14-15 ans. Ouais, où je travaillais tous les jours. Donc ça n'a jamais été beaucoup, beaucoup. Mais ceci dit, c'est quand même beaucoup, 1h30, je trouve, enfin, quand on a 13-14 ans. Quand on a 13-14 ans. Oui. Après, ne faites pas ça chez vous si vous voulez devenir professionnel. Hein. Salut les guitaristes, c'est Benjamin. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de commencer la première série d'interviews avec Julie-Kaël Perroy. Salut Julie-Kaël. Eh ben, bonjour, enchanté. Donc il faut quand même qu'on présente Julie-Kaël Perroy pour ceux qui ne le connaissent pas. Concertiste international, tu fais des concerts partout dans le monde. On va en discuter, mais j'imagine que ta carrière a commencé beaucoup quand tu as gagné le concours GFA en Voilà, 97. c'est ça. Ouais. Et donc tu as fait plusieurs disques, un consacré à Bach, Nabel Naxos, un consacré à Manuel Maria Ponce. Ouais. Un Paris est une solitude peuplée. Ouais. Et tu nous as dit, on en parlera tout à l'heure, que tu sors d'enregistrement. Voilà, il y a quelques heures. En sortant d'enregistrement. Tu es aussi un prof reconnu internationalement. Tu es prof à la Haute École de musique de Genève, au sud de Lille. Et tu formes, alors, tu formes pas les guitaristes deuxième, troisième cycle, tu formes vraiment les étudiants, ceux qui passent les concours internationaux notamment. On peut citer quand même des élèves à toi qui ont bien réussi et très bien réussi, que vous connaissez sans doute. Thibaut Covin, Thomas Villotto, Gabriel Bianco, Florian Larousse, Thibaut Garcia, Xavier Jarrat, Marco Topchi, Raphaël Feuillâtre. Bon, je m'arrête parce que sinon on va y passer la soirée, mais dans tes élèves, en fait, dans tes étudiants, il y a 6 premiers prix GFA. Quand même. Ouais. Tu es un des profs les plus recherchés, les plus connus dans le monde de la guitare classique, donc on est très heureux de faire interview avec toi. Parlons quand même du lieu où nous sommes. Nous sommes à la Guitarreria, qui est la boutique de guitare classique à Paris, quand même, on peut le dire. Alors, si vous êtes guitariste classique et vous ne savez pas quoi faire l'après-midi à Paris, vous venez à Guitarreria, vous serez accueilli avec un petit café sur le canapé, et puis vous savez que vous avez passé un bon moment, quoi. Donc, je suis très heureux de faire cette vidéo-là ici. Toi, la Guitarreria, tu connais depuis que tu es petit ? Ouais, depuis que je suis petit. Et finalement, je me rends compte pas tellement longtemps après l'ouverture en fait, de la Guitarreria. Parce que, quelques années après, j'ai acheté ma première guitare qui ressemblait vraiment à une guitare, c'est la Guitarreria que j'ai achetée, enfin que mon père l'a achetée. Ta première vraie guitare, quoi. Voilà, ouais. C'était pas tout à fait une vraie guitare parce que c'était une 3/4, mais c'était la première guitare en bois et pas en contreplaqué ou je sais pas quoi. J'ai connu cette période-là, donc quelques années après l'ouverture. Il y avait même, à l'époque, j'ai vu même un ou deux concerts. J'ai vu un concert de Vladimir Mikulka, je me souviens très bien. J'étais assez jeune, je devais avoir 11-12 ans. Et puis ça a toujours été le lieu où pas mal de gens se retrouvaient de guitaristes. Alors il y avait évidemment tous les amateurs qui viennent acheter des guitares d'études, mais c'était aussi un lieu presque culturel pour les guitaristes professionnels, où il y avait un peu tout le monde qui venait. C'est toujours voilà. Et c'est toujours, c'est toujours le cas en fait, et c'est un des rares endroits, même dans le monde en fait, à ce que je connais pas le monde entier, mais il y a peu de magasins qui sont restés comme ça, qui sont à la fois restés où il y a tous les amateurs qui viennent acheter des guitares ou des partitions, et puis les professionnels qui aussi achètent des guitares et des partitions, mais aussi se retrouvent aussi socialement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est très heureux d'être ici. Alors toi, Julie-Kaël, quand tu as commencé la guitare, c'était dans quel contexte, quoi? Pourquoi est-ce que Julie-Kaël il a commencé la guitare quand il était petit? Alors, j'ai commencé parce que mon père en faisait, en fait, assez prosaïquement. L'idée au départ, c'était l'accordéon, pour moi en tout cas, l'idée, ce que je voulais faire, je m'en souviens pas très bien. Mais mon père faisait des guitares comme pas mal de gens de sa génération, donc il a appris en autodidacte, mais avec un contact avec la guitare classique, ce qui était plus rare, on va dire, mais qu'il a appris seul, et donc il m'a dit, non pas d'accordéon, mais la guitare. Voilà. D'accord, et du coup, tu as commencé où? J'ai commencé d'abord dans un truc privé, dans un magasin qui existe toujours, qui s'appelle Paul Becher, mais qui à l'époque donnait des cours de guitare. Et assez rapidement, j'ai fait ça 3 mois, et après j'ai pu aller au conservatoire. Et surtout, grâce à ces 3 mois, j'ai pu éviter l'année de solfège qui était obligatoire à l'époque avant de commencer la guitare, et à laquelle j'aurais peut-être pas survécu, comme pas mal de gens. À Paris, d'ailleurs, ce qui est toujours obligatoire. Voilà. D'accord, alors on va essayer de comprendre en fait comment est-ce que tu en es arrivé là depuis que tu es petit. Donc en fait, tu as commencé à Paul Becher, ensuite tu as mis combien de temps avant d'être dans un conservatoire un peu plus... C'est-à-dire que j'étais dans un conservatoire d'arrondissement au départ, mais disons que mon premier prof important, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de profs qui étaient arrivés en même temps que les conservateurs. Donc pour la guitare, il y avait beaucoup de gens qui étaient eux-mêmes pas vraiment guitaristes, vraiment, qui avaient appris comme ça. Donc assez rapidement, ça marchait assez bien pour moi, et mon père
à aborder après un concert Roberto à Ossel. D'accord. Et qui m'a donné des cours avec Delia Estrada. Donc j'ai eu des cours privés à ce moment-là, en sachant que j'avais un prof de conservatoire qui n'était pas forcément en mesure de donner des cours de guitare classique. D'accord, ça c'était vers quel âge? C'était 9 ans. D'accord. Voilà. D'accord. Donc j'ai fait 2 ans dans un conservatoire, conservatoire du centre, enfin des 4 arrondissements de Paris. Et, mais avec un professeur qui était gentil, mais qui était lui-même pas forcément complètement guitariste, et donc il fallait un autre prof. Et donc c'est à Ossel et Estrada qui m'ont donné des cours pendant quelques années. D'accord. Voilà. Et entre cette période-là et entre la période où tu as fini le CSM, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es passé par l'école normale aussi? Je suis passé, disons que le prof le plus important que j'ai eu, il vient de prendre sa retraite là cette année, c'est Raymond Gracien, qui était prof à Aulnay-sous-Bois pendant des années. Et c'est là où j'ai terminé, où j'ai fait tous mes diplômes de conservatoire. Ça a été mon prof le plus important parce que je l'ai eu entre 12 et 15 ans. C'est au moment où j'ai le plus progressé. Et après, je suis allé à l'école normale et au CNSM et j'ai eu Alberto Ponce. Voilà, à ce moment-là. D'accord. Et à quel moment tu t'es dit, je vais être guitariste? Tard. Je me suis dit ça. Quand je dis tard, c'était, on va dire, j'ai arrêté la guitare, donc j'ai eu mon bac, et entre 17 et 19 ans, j'ai arrêté la guitare, j'en ai plus fait. Donc c'est quand j'ai repris, j'imagine, vers 20 ans. D'accord. Donc quand assez tard. C'était vraiment pour en faire ton métier, tu savais où? Non, en fait, j'ai repris pour une raison un peu bizarre, c'est que j'avais pas dit à mon prof historique Raymond Gracien que j'avais arrêté, il était à l'étranger. Et quand il est revenu, il voulait que je joue un truc, et donc je m'y suis remis. Non, mais vraiment, ça s'est passé comme ça. Et donc j'ai rappris les trucs que je jouais 2 ans et demi avant, et il n'a pas vu que je m'étais arrêté. Donc c'est vraiment grâce à lui. Voilà, c'est doublement grâce à lui, parce que c'est grâce à lui que j'ai progressé, et c'est grâce à lui que j'ai repris aussi. Voilà. Ouais. Et, donc, et enfin, je sais pas si tu veux en parler, mais quand tu as arrêté, c'était pourquoi? Parce que... c'était pas par dégoût, je sais pas quoi. J'arrêtais tous les étés, depuis que j'étais petit. Et puis là, j'ai pas repris. En fait, non, mais ça paraît comme ça. Je travaillais pas forcément tant que ça. J'avais fait une année après le bac où j'étais censé faire que de la guitare et j'avais un peu rien fait. J'avais juste des cours privés avec Pablo Marquez. J'ai fait ça pendant 6 mois. J'en parle moins, mais il a été d'une certaine manière important. Alors, il est tombé à un mauvais moment, c'est-à-dire que c'était parce que j'ai pris 6 mois de cours avec lui, puis après j'ai arrêté pendant 2 ans. Mais pour le coup, il a aucune part de responsabilité parce qu'il était super comme prof. Mais il se trouvait que c'était un moment où je travaillais de moins en moins depuis quelques années. Disons à partir de 14-15 ans, j'ai commencé à travailler de moins en moins jusqu'à m'arrêter complètement. Et c'est tombé sur lui. Finalement, le moment où tu travaillais le plus, c'était avant 14-15 ans? Ouais, où je travaillais tous les jours. D'accord. Et quand tu dis tous les jours, c'est combien je pense que je suis monté maximum à 1h30. Ouais. D'accord. Bon. Je suis monté à 14-15 ans à 1h30 et après ça a décliné parce que je travaillais plus tous les jours. Donc ça n'a jamais été beaucoup. Mais ceci dit, c'est quand même beaucoup, 1h30 quand on a 13-14 ans. Quand on a 13-14 ans. Oui. Après, ne faites pas ça chez vous si vous voulez devenir professionnel. Hein. C'est rare quand même, il faut dire que c'est une exception. Hein, là. Ouais, mais c'est quand même... Enfin, voilà, quoi. C'était un autre contexte. Là, il y a sans doute aussi des gens qui travaillent plus. Enfin, il y a des choses un peu plus organisées. Mais moi, je n'avais pas vraiment décidé, donc ça me paraissait... Enfin, c'était bien, en tout cas, 1h30. Non, mais chacun a son voilà. rythme, j'imagine. Ouais. Mais et du coup, tu travaillais comment? Enfin, comment est-ce que tu t'es organisé? Par exemple, pour la technique, tu faisais des exercices techniques ou tu faisais directement les morceaux? Non, je ne faisais pas d'exercices techniques. Quand j'ai pris des cours avec Dalia et Roberto, ils me donnaient des exercices de Carlevaro que j'ai jamais fait. Je peux le dire dans la prescription, mais franchement, je les faisais pas du tout. Je les faisais genre 5 minutes avant le cours, histoire de savoir. Mais bon, c'est des exercices techniques, donc c'était facile à faire. C'est des trucs en position fixe. Non, je les ai jamais, je supportais pas. Tu travaillais directement les pièces? Ouais, je jouais les pièces. D'accord. Et j'ai toujours fait à peu près comme ça. Non, j'ai jamais fait d'exercice technique. Alors ça, en tout cas, je me suis constitué comme ça. Après, on peut toujours avoir des petits regrets parce qu'il y a des trucs que je sais pas faire parce que j'ai jamais appris. Et puis voilà. Mais en tout cas, moi, je fonctionnais comme ça. La plupart de mes élèves font des exercices techniques, je pense. J'en donne assez peu parce que j'en ai pas fait. Alors j'en donne de temps en temps, mais eux en font de même. D'accord, en parallèle, ouais. C'est intéressant. Tu as fait le CNSM, tu as arrêté, et ensuite tu as repris à 20 ans. Non, enfin j'ai fait le CNSM après. C'est-à-dire que j'ai arrêté la guitare donc entre 17 et 19. Okay. Et après, j'ai fait un concours. En fait, quand j'ai repris la guitare, il y a mon prof qui est revenu. C'était genre en mai ou un truc comme ça, ou en juin. Et j'ai fait après le concours Bartoli que j'ai gagné. Donc j'ai gagné ce concours. J'ai à nouveau un peu réarrêté en fait parce que j'avais pas vraiment décidé de reprendre. J'avais des concerts où j'avais gagné le concours.
que j'ai annulé bien consciencieusement. Alors, heureusement, je remercie beaucoup Bartoli, en fait. Je n'ai pas tant que ça connu, mais c'est une personne que j'aimais beaucoup, en fait, comme personne. Et il m'a un peu, je sais pas s'il m'a compris, en tout cas, il m'a un peu couvert pour ces concerts que j'ai annulés un peu à l'arrache, comme ça. Et je suis allé après à l'école normale. Parce qu'il y avait un guitariste qui avait fait ce concours, qui s'appelait Yoram Zerbib, qui m'a dit ah bah tu devrais aller à l'école normale. Donc j'y suis allé. Et c'est à ce moment-là que j'ai repris à l'école normale et après au CNSM. D'accord. Ouais. Et quand tu as fait, parce qu'on sait que tu as gagné GFA, on va en parler, mais par exemple GFA c'est un des seuls concours que tu as fait, ou est-ce que tu en as, parce qu'il y a quand même beaucoup de guitaristes même actuellement qui ont un programme de concours et qui en font 10 dans l'année. Toi, comment est-ce que tu as abordé les concours? Non, parce qu'il y avait beaucoup moins de concours, je pense. Il y a des gens de ma génération qui ont fait pas mal de concours, comme Dukic, Azabajic, enfin il y en a pas mal. Moi j'en ai fait très peu, parce que à l'époque j'étais au CNSM, personne n'en faisait, me semble-t-il. Enfin il y avait très peu de gens qui en faisaient. J'étais pas très au courant, il n'y avait pas internet vraiment. JFS je l'ai fait parce qu'il y avait un guitariste qui s'appelle Randall Evers, un super bon guitariste qui vit en Norvège maintenant, qui avait eu deuxième prix à JFA et qui m'en a parlé, je ne connaissais pas l'existence de ce concours. Et donc c'est comme ça que je l'ai fait. Donc j'en ai fait très peu. Quand je dis que j'en ai fait, ça tient sur les doigts d'une main en tout cas. Le nombre de concours que j'ai fait, j'en ai fait 3-4 quand quand j'avais 13-14 ans. Puis j'en ai fait, je pense, 4 en tant qu'adulte, à plus de 20 ans. Et donc j'en ai fait très peu. Je pense que maintenant il y a moins de gens qui en font très peu parce qu'il y en a beaucoup plus. Et surtout il y a beaucoup plus de Français qui font des concours. Donc il y a une espèce d'émulation qui fait que les gens en font plus. Moi, personne n'en faisait. Il y avait une fille qui s'appelle Gaëlle Solal, qui était à peu près en même temps, qui en faisait. Mais c'était vraiment une des seules, je pense, de ma génération. D'accord. Elle est plus jeune que moi, ceci. Et c'est vraiment le concours GFA qui a lancé un peu ta carrière internationale, tu peux dire, ou finalement tu étais déjà dans une... Non, pas du tout. Je faisais pas de concerts, enfin j'en faisais, mais très peu. J'ai gagné GFA, donc j'étais pas si jeune, enfin j'étais pas très vieux, j'avais 24 ans. Après, je me suis pas trop occupé de tout ça. Je donnais des cours, j'avais un poste qui était pas mal. Et en fait, j'ai commencé à donner, ça se dit pas forcément, mais j'ai commencé à donner des concerts parce que j'ai commencé à avoir des élèves qui gagnent des concours, en fait. C'est-à-dire que je m'occupais pas du tout de mes histoires de trouver des concerts ou des choses comme ça. En fait, je m'en occupais pas. Et donc, comme j'avais fait peu de concours, j'avais des concerts aux États-Unis, mais pas ailleurs. J'avais pas fait de concours en Europe, donc on ne me connaissait pas a priori. Et j'ai commencé à avoir des élèves qui ont gagné des concours assez tôt. Et donc, je pense que dans un premier temps, j'ai été plusieurs fois invité comme prof. D'accord. Alors, j'étais jeune, hein, j'avais un peu moins de 30 ans. J'étais invité comme prof et pas forcément pour faire des concerts. Et puis, après, on m'a un peu essayé pour faire des concerts, puis on a vu que je pouvais en faire. Donc, voilà. Mais ça a un peu commencé comme ça. D'accord. Franchement. Et pour terminer avec les concours, en fait, parce que tu as quand même énormément d'élèves qui font des concours et qui réussissent là-dedans. Pour toi, en tout cas, en quoi est-ce que ça a vraiment été formateur de faire des concours ou pas forcément? Enfin, est-ce que si tu avais fait à la place, je sais pas, des concerts directement, ça aurait changé quelque chose, tu penses ou... Moi, ça n'a pas été formateur les concours parce que j'en ai vraiment pas fait assez. D'accord. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais seul hein, quand je faisais les concours. Je réfléchissais pas. Enfin, je jouais. C'était super naïf d'ailleurs. Je jouais les pièces que j'apprenais. Donc j'apprenais les pièces, j'ai joué au concours, quelle que soit la pièce, quel que soit mon degré de... Enfin, j'avais pas du tout dans l'idée de garder une pièce longtemps pour faire des concours. Vu que j'en faisais, j'ai dû en faire 4-5 sur 3-4 ans. Donc j'ai jamais dû dépasser 2 concours en une année. Donc j'avais pas d'idée de garder des programmes ou je sais pas quoi. Donc non, il n'y avait aucune préparation spécifique. J'étais pas guidé, j'avais pas de prof à ce moment-là. Enfin voilà quoi, j'ai fait ça comme ça. Ok. Et dans ta manière de travailler par rapport à cette période-là ou même quand tu étais plus jeune, maintenant tu as une vie très chargée, tu as des journées bien remplies avec tous les cours. Comment est-ce que tu abordes les pièces de la même manière finalement en étant avec plus d'expérience, en étant plus rapide ou... Non, je suis plus lent parce que il y a la version optimiste et la version moins optimiste. La version optimiste parce que j'ai beaucoup plus de choses je pense à beaucoup plus de choses musicalement et donc c'est beaucoup plus compliqué à cause de ça parce qu'il y a plus de paramètres qui rentrent dans le jeu. La version négative, c'est que quand on vieillit, on met plus de temps à apprendre les choses. Donc c'est les deux. Après, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais c'est les deux. C'est-à-dire que je mets plus de temps parce que... Mais c'est compliqué parce qu'on passe plus de temps, on réfléchit plus au doigté, et il se peut que ce ne soit pas toujours si bien que ça. En fait, c'est comme ça. Voilà. D'accord. Et parce que, par exemple,
il y a plusieurs manières d'aborder. Il y a ceux qui sont très intellectuels en façon d'aborder les pièces, d'autres très instinctifs. Toi, Moi, c'est instinctif. C'est-à-dire que j'écoute beaucoup de musique tout le temps. Je vais encore beaucoup au concert. Et en général, pour parler de la méthode de travail, c'est très rare que je joue des pièces que j'ai jamais entendues, mais là, ça m'est arrivé puisqu'il y a des pièces qui ont été écrites pour moi, que j'ai enregistrées dans le disque. En général, j'essaye de les apprendre sans, comment dire, en m'immergeant dans la pièce, c'est-à-dire en essayant de surtout pas réfléchir à la pièce. D'accord. Je fais comme ça, c'est-à-dire que j'apprends la pièce, je la répète en fait du début jusqu'à la fin. Donc au début, je joue très mal, puis après ça s'améliore. Et j'essaye de pas du tout réfléchir. J'essaye de raisonner, mais pas raisonner, enfin juste raisonner, la résonance. Et au bout d'un moment, il y a des choses qui se fixent et après j'essaye de comprendre ce que j'ai fait. Mais j'essaye de ne vraiment pas comprendre au départ. C'est pas une méthode que j'ai intellectualisée en fait. J'ai fait comme ça. Après, j'ai vu à quoi ça pouvait se rapprocher. C'est-à-dire que par exemple, par exemple pour les acteurs, pour les comédiens, il y a pas mal de gens qui ont parlé de ça. Il y a des acteurs qui, quand ils ont un rôle, ils vont intellectualiser, ils vont se demander, même si, je sais pas, les enfants du caractère qui joue n'interviennent pas, ils vont imaginer ce qu'il a comme enfant, ce qu'il a comme métier, même si ça joue pas. Et puis il y en a d'autres qui vont au contraire, je sais pas, il y a l'histoire connue de Niro avec Taxi Driver, où il a fait lui-même taxi, comme ça, ou des gens qui se sont fait enfermer en hôpital psychiatrique pour jouer aussi quelqu'un qui est dedans, et qui essayent de juste s'immerger et de devenir le rôle. Donc moi j'ai pas cette prétention, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que le seul truc que je pourrais faire, c'est, je sais pas si par exemple j'ai à jouer un menuet, je vais écouter plein de menuets, mais justement en essayant, en écoutant tellement que je vais pas du tout chercher à analyser. J'essaie juste de sentir un truc. Ce que j'allais dire, c'est que ça marche hyper bien parce que tu as une énorme culture musicale et que tu écoutes beaucoup de musique. Finalement. Ouais. Parce que finalement, ça devient inconscient et tu n'as plus besoin d'intellectualiser. Quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est sûr que quelqu'un qui écoute peu de musique, finalement, il est obligé quand même de comprendre ça. Ah oui, ça c'est sûr. C'est comme ça que je me suis construit. Après, il y a mille et une façons de le faire, mais en tout cas, après, moi je connais aussi des gens qui ont à la fois peu de culture musicale et qui n'ont pas tant que ça étudié et qui arrivent à bien jouer. Donc, je ne vais pas donner de nom parce que ça pourrait être mal interprété, mais en fait, c'est l'inverse. Enfin, je veux dire, c'est ni bien ni mal, mais la constatation est qu'ils jouent véritablement bien qu'ayant assez peu de culture et en n'ayant pas tant que ça à travailler. Donc, c'est mystérieux. Il y a quand même une partie qui est mystérieuse. Moi, je sais, en tout cas pour moi, je peux définir que ma façon, en tout cas, de jouer est le produit de toute la musique que j'ai pu écouter, en sachant que même quand j'avais 10-11 ans, j'écoutais énormément de musique. Pas classique, enfin pas de musique classique, mais de la guitare classique. J'écoutais que de la guitare. D'accord. Quand j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et à partir de 15 ans, j'ai écouté autre chose, mais que du classique. Et qu'est-ce que tu écoutais du coup Quand j'avais 11 ans, j'écoutais pas mal les trucs des guitaristes de l'époque, et puis mes profs, parce que j'ai eu la chance justement d'avoir Aussel et Raymond Grassin, des gens qui jouaient justement très bien. Donc tous les guitaristes qu'on pouvait écouter, et puis les concerts. Et puis après, j'ai commencé à écouter beaucoup de piano. Donc, je sais pas, chez moi, j'ai 2-3 000 disques que je connais, vraiment. Donc, c'est vraiment des disques que j'ai écoutés, donc ça fait beaucoup d'heures de musique. Et donc j'écoute beaucoup d'interprètes, puisque quand on a 2-3 000 disques, surtout d'un instrument, on a beaucoup de pièces en 10 exemplaires. Hein. Tu pouvais comparer vraiment les voilà, et donc je me suis construit comme ça, avec les comparaisons d'interprétation. D'accord. Ouais. Et toujours que du classique, jamais vraiment d'autres choses. Ouais, que du classique. Ok. Ouais. Donc oui, ça te fait des journées très remplies avec le nombre d'étudiants que tu as et le niveau de guitare à maintenir. Comment est-ce que tu organises tes semaines et tes journées pour arriver... Tu compartimentes beaucoup, j'imagine, ou enfin comment... Écoute, c'est bon, il faut que je me souvienne de ce qui se passait il y a 1 an et demi déjà pour me voilà. En plein Covid, hein, pour ceux qui donc voilà. l'interview. Mais ouais, enfin moi les cours sont quand même vraiment importants, donc c'est plutôt des histoires de période. C'est-à-dire que avec mon travail de guitare, en fait, c'est assez simple. Quand j'apprends des nouvelles pièces, je travaille ma guitare parce que je dois apprendre des pièces. Et quand je connais les pièces et que j'en apprends pas de nouvelles, je ne travaille pas vraiment. En fait. Je travaille pas tous les jours, donc ça me laisse du temps. Donc je gagne du temps sur mon travail de guitare parce que j'ai beaucoup d'élèves, disons, pour quelqu'un qui fait des concerts. Et donc, pour l'instant, on verra, ça dure longtemps, mais pour l'instant, j'ai de la chance. Quand je connais les pièces, je les travaille pas, très peu. Donc c'est comme ça que j'ai du temps. Voilà. Si j'étais dans l'obligation de travailler 4-5 heures par jour, je serais soit obligé de...
je serais obligé de faire plus de choix. Là, donc, des fois, je me mets des périodes où j'apprends des pièces. Donc, voilà, là, je travaille beaucoup. Ma guitare, j'essaie de les apprendre le plus vite possible. Puis après, c'est plus tranquille. D'accord. Voilà. Sinon, c'est plus par période que... Ouais, c'est vraiment lié aux pièces que j'apprends. Donc, à un moment donné, j'en apprends plein en même temps, comme ça. Il y en a certaines que j'apprends et que je joue pas parce que j'arrive pas à bien les jouer. J'ai pas toujours en général, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et puis il y en a certaines qui rentrent bien et à ce moment-là, je peux les jouer. Donc il y a pas mal de pièces que j'ai apprises que j'ai jamais jouées parce que c'était pas très bien. D'accord. Enfin, je sentais que c'était pas très bien. Et comment est-ce que tu construis, je sais pas, mais ton répertoire, comment est-ce que tu as fait des disques à thème, par exemple, avec Ponce et Bach, d'autres très éclectiques. Ouais. C'est un petit peu au coup par coup. Ouais, c'est au coup par coup. Alors, les disques, il se trouvait que je jouais, j'aimais beaucoup ces deux compositeurs, enfin, Bach, certes, et Ponce aussi, mais sinon, je joue. Alors, c'est compliqué parce que là, l'histoire de cours, les cours interviennent beaucoup dans mon choix de répertoire. C'est-à-dire qu'il y a des pièces que j'aime beaucoup et que j'ai tendance du coup à proposer aux élèves. Et à un moment donné, quand j'ai un certain nombre d'élèves qui ont joué la pièce, j'ai plus trop forcément envie de la jouer. Parce qu'elle s'est un peu usée, ou alors un élève a fait une version qui me paraît, on va dire, intimidante. Enfin, j'ai l'impression que c'est très bien, donc à ce moment-là, j'ai plus envie de jouer la pièce. Et puis sinon, assez simplement, j'essaie de jouer les pièces que j'aimerais entendre, en fait, moi-même en concert. Enfin, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Des fois, il y a des pièces que j'aime bien entendre, mais que j'ai pas envie de jouer. Mais quand même, globalement, ça serait un peu ça. Donc je pense pas trop aux histoires de programme, c'est des pièces que j'ai envie. Souvent, ça peut arriver 4-5 ans après que j'ai commencé à avoir envie de jouer la pièce, que je la joue finalement quand je trouve le temps. Mais c'est vrai que là, les élèves interviennent beaucoup parce que des fois, il y a vraiment des pièces que ils m'ont pris d'une certaine manière. Voilà. Et des fois, c'est l'inverse. Des fois, il y a un élève qui me joue une pièce que je connaissais pas et à ce moment-là, j'ai envie de la jouer. Ça arrive aussi dans ce sens-là. Ouais, plus rarement, mais si, ça arrivait. Et bon, donc là, on est en mai 2021, donc on est encore on va dire plein Covid, les concerts sont arrêtés un peu partout dans le monde, en France encore, pendant quelques mois on espère seulement. Mais c'est quoi tes prochains projets, concerts qui arriveraient dans les prochains mois? Alors là, j'ai encore des annulations. Les derniers jours, j'avais des concerts en République tchèque et tout ça, donc c'est encore un peu annulé. Normalement, j'ai une tournée en Chine, mais qui serait en octobre, mais je sais pas, j'ai comme le sentiment que ça n'aura pas vraiment lieu. Bref, c'est un peu flou. Il y a quelques projets qui me paraissent un peu plus concrets parce que moins loin, et voilà. Un concert en Allemagne, un truc en France, enfin des choses comme ça un peu éparses, un peu partout. Mais pour les tournées, même au Japon, normalement je devais y aller. Mais là, ça n'a pas l'air d'être forcément très simple. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop. Après, voilà, c'est une situation qui n'est pas super agréable, qui est évidemment moins pire pour quelqu'un comme moi qui enseigne et voilà, que pour des gens plus jeunes, étudiants ou qui commencent une carrière. Enfin, je sais pas. Donc c'est un peu. Disons que dans un premier temps, ma plus grosse frustration, c'était, comme je vais beaucoup au concert, c'était de ne pas aller au concert. Et puis j'avais tendance à pas trop penser à moi-même. Et comme il y a eu une période en octobre-novembre où il y a eu quand même quelques concerts, j'en ai fait et là j'étais vraiment content de les faire. Du coup, pour le deuxième confinement, enfin la deuxième partie du confinement, c'est moins bien passé parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais envie de faire des concerts. Premier confinement, j'ai pas vraiment vu, je me suis dit ok, bon, c'est pas très grave. Et là par contre, c'est un peu plus embêtant à cause de ces quelques concerts que j'ai pu faire pendant cette période. Finalement, il y a eu généralement plus de déprime à ce moment-là, ouais. Une perte de motivation souvent parce qu'on se dit en fait ça va jamais s'arrêter. Ouais, c'est ça. Je sais que tu joues en duo aussi. Oui. Est-ce que tu as quoi d'autre comme projet à part tes solos? Eh bien, justement, on avait des concerts en duo avec Natalia. On a un duo qui s'appelle Natalia Litvinskaya, qui est une guitariste biélorusse et française. Et on a un duo qui s'appelle Duo Antipode. Et donc, on avait quelques concerts en Suisse, en Allemagne, qui ont été aussi annulés. Et donc, voilà, on attend que ça reprenne, en fait. Voilà. On avait des projets, pareil, des pièces. Là, il se trouve que j'ai joué un peu des pièces de l'Est, mais là aussi, il y avait des projets de transcription de Roméo et Juliette de Prokofiev. Ok. Donc voilà, pour 2 guitares. T'es très en musique russe, en vrai, slam. Ben ouais. Cool. Et alors maintenant, on va parler quand même de la partie pédagogie.
c'est une passion pour toi quand même d'enseigner, il faut le dire, parce Voilà. que vu l'énergie, enfin moi qui te connais et puis comme beaucoup, tu dépenses une énergie incroyable, du temps énorme pour former des élèves. Est-ce que tu peux en parler un peu? Ouais, je peux en parler. Disons que c'est dans un premier temps, l'idée c'était pas lié par rapport à la guitare, mais c'est vraiment lié aux élèves. C'est-à-dire que d'une certaine manière, quand on dans une vie, disons que quand les cours se passent bien, et j'espère que c'est quand même le cas la majorité des fois où je donne cours, d'une certaine manière, on a un rôle gratifiant et positif dans la carrière d'une personne. Carrière, pas dans le sens carrière, faire des concerts, mais disons dans la vie professionnelle d'une personne. Et comme la vie professionnelle est très liée à la vie personnelle, surtout dans le cadre de la musique, voilà, donc c'est un rôle qui est assez gratifiant, qui est assez intéressant, qui se renouvelle beaucoup parce que on ne sait pas ce que vont faire les gens. Et c'est ça qui est assez sympa. En fait, on voit des gens jeunes, 18, 19, 20, 21 ans, et c'est que ça reste complètement imprévu. Donc ça se renouvelle quand même beaucoup, même si des situations qui se reproduisent, mais en fait pas tellement parce qu'on est vraiment dans l'humain. Et ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que c'est vraiment lié à ça parce que par exemple quand il n'y a pas ce type de relation, par exemple sur internet, des cours online, tout ça, j'ai aucune motivation. Quand je connais pas la personne, et quand je dis connaître, et comme j'ai plein d'élèves, il y a plein de gens que je connais finalement très peu, enfin, voilà. Mais quand même, il y a cette espèce de contact que, à mon sens, on perd online, et c'est ça qui me plaît beaucoup. Voilà. Et dans les concerts, disons que j'ai pu avoir parfois une forme de frustration parce qu'il y a un public, maintenant, je pense, normalement on dit compensation publique, mais je pense plutôt à moi en fait quand je joue en concert. Mais disons qu'il y a une forme d'absence de retour parfois, ou en tout cas ou un retour qui est suffisamment flou pour pour que je retire par certains côtés moins de choses que dans un cours. Voilà, quand le cours se passe bien. Et est-ce que depuis tout le temps, enfin tout le temps, tu vois, c'était pas si jeune, mais est-ce que tu as vu une évolution, toi, des grands élèves Ouais, il y a eu une énorme évolution. Et moi, j'ai suivi cette évolution dans le sens où moi-même, je donne plus cours pareil, mais parce que les gens ont changé en fait. Euh, disons que, en tout cas, par rapport à mon époque, ça s'est beaucoup professionnalisé dans le sens où quand j'étais, pour comparer des trucs très simples à comparer, les 16 étudiants qu'il y a au Conservatoire de Paris, euh, il y a, la plupart des gens ont commencé très jeunes, se sont investis dans la guitare classique assez jeunes, alors qu'à mon époque, il y avait pas mal de gens qui avaient commencé assez tard, tu vois, qui avaient commencé à 13, 14, 15 ans, 16 ans. Et donc avaient à la fois une motivation d'adulte, puisque c'est plus dur d'une certaine manière de commencer, mais qui souvent étaient moins forts en fait que les élèves qu'il y a pu avoir après. Donc ça a changé de ce point de vue-là. Ça a changé parce que le rapport pédagogique a énormément changé. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, dans le rapport pédagogique que j'ai avec les élèves, dans le sens où je leur demande de, de faire leur propre transcription, de, de chercher des pièces, de trouver des doigtés, enfin, un certain nombre d'exigences que j'ai pas vraiment connues ou qui étaient même, enfin, faire sa transcription, moi ça m'aurait paru limite aberrant en fait quand j'avais 20 ans, 22 ans. Pour moi c'était quelque chose de réservé à l'époque à Barrueco au Rossel, quoi. Il fallait avoir 20 ans de plus. Et puis on jouait, disons qu'il y avait un système hiérarchique qui était un peu plus marqué, en tout cas, enfin, dans l'enseignement, mais pour tout. Hein. Et à mon avis, alors après ça peut se discuter, ce système hiérarchique, il y a des gens qui le regrettent, mais en tout cas dans l'art, je pense que ça a des bons côtés, mais c'est aussi important que les gens prennent en main leur destin et leur goût artistique, leurs goûts musicaux. Et de ce point de vue-là, il y a énormément de changements. C'est-à-dire que j'ai souvent des élèves maintenant qui sont d'une certaine manière très formés, en fait. Plus qu'au départ où il y avait quelques individualités qui étaient déjà très formées, mais il y avait plus de gens qui avaient moins vécu de choses, qui avaient vu moins de choses, il y avait moins Internet. Donc là, c'est beaucoup plus, disons, internationalisé, il y a moins de spécificité d'un pays à l'autre. Donc le mauvais côté, ça serait une forme d'uniformisation, et le bon côté, c'est un niveau globalement plus élevé. D'accord, et du coup, tu passes peut-être moins de temps
s'ils arrivent plus fort, à les former techniquement sur un peu Ouais. les bases de la technique de haut niveau, Oui, il y a 10 ou 15 ans par exemple. Ouais, même un peu plus que 15 ans. Mais oui, oui. Effectivement, ils sont mieux formés en fait. Ils ont eu des bons profs. Bon, j'ai aussi des élèves qui arrivent aussi, comme je suis plus connu comme prof qu'il y a 20 ans, donc j'arrive aussi avec des gens qui sont déjà aussi plus formés, mais quand même, euh, assez logiquement, ils ont commencé tôt, ils ont travaillé sérieusement, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas très bien en fait. Et parle-nous un peu de tes élèves du coup à Lille et à Genève. C'est quoi c'est qui les élèves de Michael Perrois? Ben, à Lille, donc je suis prof à Lille depuis assez longtemps, je tiens beaucoup à cet endroit. J'ai même continué quand j'étais prof à San Francisco, en y allant évidemment pas toutes les semaines, mais en partageant les cours avec Carlo Marchione et Florian Larousse. Euh, donc à Lille, j'ai une classe qui est plutôt très internationale. Il y a 8 élèves et assez peu je crois, 2 Français. Les restants, c'est tous des étrangers, donc de tous les pays, d'un peu partout, Mexique, Allemagne, enfin bon, bref, voilà. Et à Genève, je viens d'arriver cette année, donc c'est tout nouveau. Pareil, c'est complètement international, pas tant de Français que ça. Ouais, 2, 3, je pense. Pareil, une classe internationale. Mais c'est vrai que depuis quelques années, disons, les nouveautés que j'ai pu avoir, c'est que j'ai eu, disons que là, tous les élèves qui ont été cités quand il y a eu le JFS, c'est des gens que j'ai eu très jeunes, en fait, que j'ai eu à 16, 17 ans pendant quelques années. Là, c'est vrai que ces dernières années, j'ai eu plusieurs fois des élèves qui sont un peu plus vieux, mais qui sont déjà, en fait, dans, dans une maturité. Je ne parle pas de niveau technique, je parle de maturité, parce que tous ces gens que j'ai eu à 16, 17 ans jouaient déjà incroyablement bien, mais ils avaient 16, 17 ans. Disons que là, j'ai des élèves qui sont déjà formés. Donc le rôle est évidemment pas le même. Déjà parce que je les garde moins longtemps. Quand j'ai quelqu'un à 23 ans, je ne vais pas le garder 5 ans ou 6 ans. Et donc c'est pour une période plus courte. Et surtout, c'est des gens qui sont déjà matures. Pas tant musicalement, mais les jeunes peuvent l'être tout autant que des plus vieux, mais ils savent ce qu'ils veulent faire, en fait, très précisément. Donc mon métier de prof a aussi s'est diversifié, puisque j'ai eu ce type de personnes qui arrivent, comme on parlait de Marco Topchi, enfin qui arrivent, qui ont déjà 27, 28 ans, gagné des concours. Donc j'ai ça à Genève aussi. Et tu dirais que tu es du coup avec ces profils-là un peu moins directifs ou plus direct. Enfin, est-ce que tu les abordes de la même manière? Non, ça peut pas être pareil. Moins directif, mais idéalement, c'est quand même de ne pas être trop directif de toutes les manières. Donc idéalement, c'est quand même de ne pas être trop directif. Donc j'imagine que des fois je le suis, parce que il faut l'être, et des fois on peut me le demander, des fois peut-être je le suis trop, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça n'a aucun sens d'être directif avec quelqu'un qui a 24, 25 ans, qui fait déjà des concerts et tout. Enfin, voilà, ça serait très idiot en tout cas. Donc non, c'est juste que il y a déjà plus de choses qui sont installées. Donc Qu'est-ce que c'est vraiment de leur apporter toi finalement? Enfin si quelqu'un qui arrive, qui est formé, qui joue bien. ouais, pas évident à dire. J'espère que c'est différent d'une personne. J'imagine que si eux viennent, c'est qu'ils ont des attentes. Je sais pas, je pourrais vraiment pas dire exactement. Enfin, je sais pas, j'ai eu des situations. Par exemple, quand j'étais à San Francisco, j'ai eu un garçon qui avait 27, 28 ans et qui jouait guitare romantique, luth, enfin, et donc et pas mal de musique contemporaine aussi. Et qui joue super bien, qui joue toutes les guitares et super bien. Et donc il s'est inscrit avec moi juste pour un post-graduate study, c'est-à-dire c'est pas vraiment un diplôme. Et pour moi c'était un peu étonnant parce que d'une certaine manière il joue beaucoup mieux du luth que moi qui ne sais pas en jouer. Donc je sais pas ce que je sais pas ce que j'apportais. En tout cas il avait l'air content. Moi voilà, il est venu volontairement, je ne l'ai pas obligé. Au début, je me demandais. Puis, au moment, on a trouvé des choses à faire. Je ne serais pas vraiment capable de dire ce que j'ai fait. J'ai l'impression que j'ai appris moi-même des choses, en tout cas. Pour moi, c'était bien. Mais voilà, donc, faut demander aux étudiants. J'essaye pas de trop réfléchir là-dessus parce que vu que j'oblige personne à prendre des cours avec moi, j'imagine que s'ils viennent, c'est que. Voilà, quoi. C'est qu'ils ont envie. Oui, voilà, c'est sûr. voilà. Et alors d'un point de vue un peu extérieur, nous on voit beaucoup, enfin quand on s'intéresse au monde de la guitare classique, évidemment, on voit vraiment ceux qui réussissent les gros concours, hein, donc ceux que je viens de citer. Mais on va dire pour
tous les autres, tu leur conseilles à tous de faire des concours. Enfin, c'est quoi ton approche par rapport à ça? Alors, par rapport à ça, non, parce que j'ai besoin de pratiquement jamais à proposer de faire des concours, parce que les gens veulent en faire. Moi, le seul truc que j'essaye de faire, c'est que malgré les concours, on arrive à travailler. C'est un peu le deal. Donc, ça serait plutôt, disons que si je devais faire une moyenne, j'aurais plutôt tendance à réfréner les gens. Parce que j'ai juste envie d'avoir le temps de travailler, et que s'il y a tous les mois des trucs à faire, c'est pas très agréable pour bosser. Donc, non. Et en plus, c'est même pas une question d'avoir le niveau pour faire les concours. C'est une des questions, mais c'est même pas tellement ça. C'est que au fond, il y a des gens qui n'ont pas forcément tant que ça envie de faire des concours, qui n'ont à la fois pas totalement besoin, ni vraiment envie, et qu'ils peuvent imaginer que le seul moyen d'avoir une crédibilité, même auprès du prof, ça serait de faire des concours. Sauf que moi, la crédibilité de l'élève, c'est juste pendant le cours, en fait. Après, son histoire de faire des concours ou pas, c'est par rapport à lui, mais par rapport à moi, ça n'a aucune importance, en fait. Et de fait, que j'ai eu pas mal d'élèves qui ont fait des concours et que ça a bien marché, ça peut éventuellement mettre la pression à d'autres d'en faire, alors qu'il y a mille et une façons de faire de la guitare, de s'accomplir dans sa carrière. On peut le faire dans l'enseignement, on peut le faire en faisant des concerts d'une certaine manière. Enfin bref, il y a plein d'autres solutions que les concours. Après, les concours, je trouve ça plutôt, c'est de bon ton de dire du mal des concours, mais moi je trouve ça plutôt pas mal parce que c'est un des moyens les moins injustes, en fait, au bout du compte, de faire carrière. Il se trouve que, enfin, je sais pas, être choisi par un agent et qui va propulser la personne, est-ce que c'est particulièrement plus juste? Non. Ou alors, je sais pas, parce on communique bien. Enfin, voilà, donc c'est un moyen quand même d'avoir une personne qui jouera bien. Enfin, moi, j'ai rien contre les concours, mais disons que c'est pas du tout une obligation, à mon sens. Et est-ce que, par exemple, quand tu as des élèves qui gagnent des concours et qui après se retrouvent à faire beaucoup de concerts, parce que faire un concert et un concours, c'est pas peut-être forcément la même chose dans le choix du répertoire, Ouais. et c'est encore différent de faire un disque, par exemple, de se préparer pour un disque. Est-ce que toi, par exemple, tu te prépares pareil pour un concert que pour un disque? Euh, alors là, c'était un peu particulier parce que là, j'ai enregistré en 10 des pièces que j'ai pas jouées en concert parce que j'ai pas de concert à cause de la Covid. Habituellement, pour moi, l'idéal, c'est de jouer les pièces en concert et après de faire le disque. Donc, disons que ça serait une forme d'aboutissement à un certain nombre de concerts. Donc, normalement, c'est ça. Après, pour les concours et les concerts, idéalement, c'est que la différence soit la moins grande possible. Euh, donc, ça serait un peu ça. Après, euh, disons que la seule chose qu'on peut contrôler quand on fait un concours, c'est ce qu'on fait nous-mêmes. Après avoir des projections sur ce qu'il faudrait jouer pour plaire au jury, c'est vraiment des conjectures aléatoires. Et du coup, ça me paraît pas incroyablement pertinent. Enfin, je dis tout le temps ça aux élèves. Je dis, ok, si vous voulez jouer 40 minutes de Robert Devizier, ça risque de poser problème. Mais à part ça, je dirais ça même, je sais pas, même les 12 études de Villalobos, enfin n'importe quel. Voilà, il faut essayer de varier le programme. Donc on essaye, par exemple, sur 30 minutes, on essaye finalement de faire un mini-concert. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc je pense pas qu'il y ait forcément une énorme différence. Mais ouais, l'idée c'est que pendant parce qu'il y a mis une façon de faire un concours, voire même de le gagner, et que d'une certaine manière, les gens pour qui ça marche le mieux, c'est quand même ceux qui ont réussi à développer une voix personnelle. Chaque année, il y a des gens qui gagnent des concours de toutes sortes. Chaque concours a lieu chaque année. Et pourtant, il y a des gens qui sortent plus. Et ceux qui sortent plus, j'ai pas forcément le sentiment que ce soit forcément parce qu'ils jouent intrinsèquement mieux, mais ça peut être parce qu'il y a une voix personnelle qui est un peu plus développée. Et puis ça peut être aussi plus prosaïquement, faut pas mentir, que ce soit aussi une manière de communiquer qui est plus efficace. Parce que ça compte beaucoup maintenant. Et ça, c'est la partie que je maîtrise le moins et sur laquelle je suis le moins pertinent pour donner des conseils parce que je ne sais pas trop précisément ce qu'il faut faire, mais je le constate, en tout cas. Et puis pour terminer, la dernière question peut-être, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui a entre 15 et 20 ans qui voudrait devenir guitariste? Si tu avais un ou deux conseils. C'est difficile. Disons, voilà, il y a un truc que je peux dire, c'est que en règle générale, depuis des années que je rencontre des gens, je rencontre pas vraiment de gens qui regrettent.
Je rencontre toutes sortes de gens qui font plus ou moins de concerts, qui ont plus ou moins de réussite en tout cas. Mais c'est vrai que je n'ai pas rencontré de gens qui me disent oh là là, j'aurais préféré faire autre chose. Et bon, c'est pas un truc qu'on dit facilement de toute manière, mais j'ai quand même eu des conversations intimes avec un certain nombre de personnes. Ça aurait pu être évoqué. Et disons que c'est pas ce qui est arrivé. Donc j'ai un peu envie de dire que c'est un peu un cliché, mais que s'il y a une vraie passion, ça vaut quand même le coup. Enfin, on vit pas pour l'éternité, donc il faut essayer de faire en sorte que ce soit pas complètement inintéressant les années qu'on passe sur Terre. Donc voilà. Ça serait principalement le conseil. Et puis, bon, ça c'est un conseil que je peux me donner à moi-même, mais d'essayer de plus agir par envie que par peur. Donc voilà, c'est un conseil assez général qui est assez bateau, mais je peux me le donner moi-même parce que voilà, si on a envie de faire quelque chose, c'est quand même bien d'essayer. Voilà. Merci beaucoup, Julie Kell, pour ces merci. belles paroles pour terminer l'interview. On était très heureux, j'étais très heureux en tout cas de t'interviewer, moi qui étais ton élève quand même, oui, 3-4 ans quand même. Ouais. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner à la chaîne, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette chaîne, avec des tutos, une partie pédagogique, puis une partie un peu monde de la guitare, comme ce qu'on vient de faire là. Donc au revoir et très belle journée à vous. Au revoir.